Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Entre deux News, votre émission d'analyse de l'actualité ivoirienne et internationale sur Reflet TV. Ce soir, un plateau exceptionnel et deux sujets brûlants au cœur de l'agenda politique. Dans la première partie, le député Soumaïla Bredoumi, porte-parole principal du PDCI RDA, a été convoqué puis subitement déconvoqué. Une volte-face troublante qui fait tanguer les principes de justice, de transparence et de responsabilité parlementaire. L'affaire soulève des questions lourdes. Bredoumi Soumaïla est-il au-dessus de la loi? Le pouvoir a-t-il plié sous la pression? Et bien d'autres interrogations que nous aurons l'occasion de répondre au cours de cette émission. Et puis, dans la seconde partie, face à la crise du pouvoir d'achat, au chômage et à l'érosion de la confiance politique, il propose une rupture sociale. Candidat atypique à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, Donatien Robé défend une vision décentralisée, sociale et audacieuse de la Côte d'Ivoire. Mais que valent ses promesses? Son programme est-il réaliste ou utopique? Réponse dans quelques instants avec nos consultants en plateau pour cette première partie. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pulchéri Balé. Bonsoir à vous, consultante. Bonsoir, Sidik. Et puis, c'est la première émission du mois de mai. Bonne fête du travail à vous. Merci. Et puis, Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, Sidik. Et comme tu l'as entamé déjà, bonne fête à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire et surtout que les revendications de nos grands enseignants vraiment trouvent une oreille attentive auprès des autorités. Bonne fête à tous. Merci. Lancina Karamoko et Arsène Anoma, analyste politique, bonsoir à vous. Bonsoir, bonne fête également, bonne fête du travail. Bonsoir, bonne fête du travail. Alors, première partie de cette émission, sur quelle base légale reposaient les convocations de Soumaïla Bredoumi? C'est la question qu'on se pose et que se posent beaucoup d'Ivoiriens. Michel Beta. Moi, d'abord, je voulais faire observer le cadre dans lequel cette convocation-là se fait. Vous savez, mardi dernier, je crois, si j'ai bonne mémoire, j'étais au palais de justice pour suivre la conférence donnée par le magistrat sur la radiation de Tidiane Thiam. Et il y a un magistrat qui m'a vu, qui me disait, vous savez, quand la justice, qui est qu'une balance, est toujours en train de balancer d'un côté, vraiment, ce n'est plus une balance, c'est un bâton. Et je crois que le bâton de la justice ivoirienne ne fait que frapper dans l'opposition, ce qui vraiment donne l'impression qu'aujourd'hui, la parole est criminalisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit que tu parles et tu vas te sentir menacé par cette justice-là. Ça donne vraiment, dans cet environnement politique-là, ça nous amène à réfléchir durement et à nous poser la question, que veut le pouvoir en place? Qu'est-ce qu'il veut vraiment pour cette Côte d'Ivoire-là, à l'orée de ces élections-là, à 6 mois des élections? Donc, ça, le contexte dans lequel déjà même cette convocation est faite, bien elle ait été levée, nous interroge et interroge. La justice, vraiment, aujourd'hui, on a l'impression que notre justice, ce n'est pas la justice qui parle, mais c'est le pouvoir qui chuchote dans les oreilles de cette justice-là. Et vraiment, ça fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont dans une impasse craintive. Il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas ma débattrice Pulchéri Balé qui dira le contraire. Elle qui a été ostracisée par cette justice-là, qui a été convoquée quelquefois, qui a été emprisonnée, il faut le dire, qui a été blâmée. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on se pose la question, aujourd'hui, c'est Bredoumi, hier, c'était Pulchéri Balé, demain, ce sera qui? Voilà le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui face à notre justice. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Arsène Anoma, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette convocation? Bon, d'abord, moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans une politique fiction. Le député Bredoumi a été convoqué. Personne n'a parlé d'arrestation. Voilà, il a été convoqué. Mais quel est l'objet de cette convocation? Voilà, justement, il aurait fallu qu'il réponde à la convocation pour que nous sachions, nous soyons édifiés des motifs de sa convocation. Voilà. Donc, jusqu'à cette heure-ci, parce qu'il y a un élément qui est passé tout à l'heure, le PDCI s'est retrouvé à l'ambassade des États-Unis et le député Bredoumi faisait partie de la délégation. Donc, logiquement, il n'a pas répondu à la convocation. Donc, je pense que nous ne saurons pas, peut-être à l'heure-là, les raisons pour lesquelles il a été convoqué. Mais, pour moi, je ne voudrais pas qu'on s'en prenne à la justice. Parce qu'il a été convoqué, il n'est pas parti, et ce n'est qu'une simple convocation policière. On peut être convoqué pour être entendu sur quelque chose et puis après répartir. La dernière fois, il y a l'un des cadres du PPACI, Damana Pigas, qui a été convoqué à la préfecture de police, je crois. Il est parti. Après son audition, après avoir été entendu par l'officier de police, il est rentré chez lui. Et il y a eu plusieurs faits comme ça. Donc, il ne faudrait pas
qu'on pense que dès qu'il y a une convocation à la police, ça veut dire qu'il y a arrestation. Mais cette même justice qu'on blâme aujourd'hui, que blâmait M. Michel Betta, mais cette même justice-là a eu à donner raison à l'opposition ou bien à des cadres de l'opposition sur certaines affaires. Et lorsque l'opposition a gain de cause sur certaines affaires, elle célèbre cette justice-là. On a en mémoire la dernière fois lorsque le président Thiam, il y avait eu une affaire où la justice lui avait donné raison. Mais les membres du PDCI l'ont célébré. Donc il ne faudrait pas que lorsque la justice prend une décision contre quelqu'un, on dit que... Mais ceci dit, je ne pense pas que la justice se lève comme ça pour condamner des gens ou bien c'est là. Même si nous ne savons pas pourquoi le député... Oui, ça je parle. En fait, j'ai dépassé le cadre policier, puisqu'il parlait de justice. Mais si le député Brendoumi a été convoqué à la police, nous sommes tous contemporains des affirmations de M. Brendoumi. Voilà, lorsque tu donnes tu dis des choses. Vous disiez que graves. Vous ne connaissez pas les raisons de cette convocation. Non, c'est pour dire qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais c'est pourquoi j'ai vu lui répondre tranquillement. Non, j'ai vu l'aider, parce qu'il dit ne pas savoir les raisons. C'est suite à sa déclaration à la maison du PDCI où il a critiqué vertement le pouvoir. Il n'a pas critiqué, il a appelé à une insurrection. Non, s'il te plaît. Il n'a pas critiqué. Non, je répondis maintenant. Puisqu'il me donne des détails pour parler, lui, il connaît. Donc, puisqu'il connaît, je réponds. Mais je pense qu'il est en tête à vouloir ignorer les faits. Moi, je dis, dans son rôle d'opposant, il a critiqué le pouvoir. C'est pourquoi il a été convoqué. Et vraiment, ça ressemble. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une critique. Bien. Non, mais il a appelé les gens à descendre dans la rue, il a dit le même mot que le porte-parole du gouvernement a dit. Ce n'est pas une menace, c'est une chose, comme il a dit, c'est un conseil. Merci. Donc, c'est des mots aussi, ça doit condamner. Ça condamne aussi le pouvoir. Est-ce qu'on peut parler de séparation des pouvoirs dans cette affaire quand on voit, bien sûr, l'intervention selon un communiqué du député qui représente le président du groupe parlementaire PDC-RDA, intervention du ministre de l'Intérieur, du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Donc, moi, je voudrais d'abord, merci. Moi, je voudrais vous faire remarquer d'abord que Brendoumi, c'est vrai qu'on est dans un pays de liberté où il y a la liberté d'expression, mais au nom de cette liberté d'expression, on n'est pas autorisé à tout dire. Il faut faire attention. Il est un député de la nation, les lois se font à l'Assemblée nationale. Et il connaît le contenu des lois en ce qui concerne certains dérapages au niveau du verbe. Quand il appelle à l'insurrection, que la Côte d'Ivoire sera à feu, que tout va bouillonner, que ça sera partout pareil, parce que Thiam a été retiré de la liste, le préfet de police l'appelle pour entendre. Peut-être qu'il a des informations sur une insurrection qui se prépare. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame tout de suite. C'est une procédure. Quand le policier te convoque et qu'il t'entend, s'il veut donner suite, n'est-ce pas, à l'affaire, il envoie l'affaire chez le procureur. Et c'est le procureur, une fois que l'affaire arrive chez le procureur et que l'affaire est recevable, que ça devient maintenant une affaire de justice. Pour le moment, on n'y est pas. C'est une affaire de policière. Il y a des gens qu'on arrête et qui n'arrivent jamais en justice, et puis ça se règle à la police, et puis ils retournent chez... Non, ce sont des faits que je dis. Les policiers parfois arrêtent des gens pour des faits qu'ils lui reprochent, et puis l'affaire ne dépasse pas le cadre policier. On revient à la question. Donc maintenant, intervention, pas intervention, oui, mais on cite le ministre de l'Intérieur. Maintenant, j'y arrive. Maintenant, le premier communiqué que j'ai vu, c'est le communiqué du PDCI. Effectivement. Qui parle du président de l'Assemblée, qui remercie le président de l'Assemblée nationale, qui remercie le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, pour avoir donné une suite favorable à leur démarche. Quelle est la démarche? Ensuite, on a vu une déclaration du président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il a reçu à leur demande les responsables du PDCI, du groupe parlementaire du PDCI. Mais dans son développement, il ne dit pas ce qui s'est passé, mais en même temps, dans sa conclusion, il rappelle que ce n'est pas parce qu'on est député, ce n'est pas parce qu'on a l'immunité certainement parlementaire qu'on devrait penser qu'on est au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Brendoumi, certainement qu'il a reconnu
les faits pour lesquels il était convoqué. Et puis, il s'est plié en 4, en 5 pour aller demander pardon. C'est ça, puisque quand on regarde, le communiqué dit merci. Pourquoi merci? On dit merci à quelqu'un lorsque la personne t'a rendu un service. C'est d'abord le PDC qui s'est précipité, qui s'est empressé de produire un communiqué. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a produit une déclaration. Merci, dans cette déclaration, il n'a pas donné le contenu des échanges. Bien, merci. Puis Chéric Balé, on a vu les deux déclarations, pour ne pas dire les deux communiqués, Assemblée nationale et groupe parlementaire PDC-RDA. Quelle lecture faites-vous après avoir consulté ces deux communiqués-là? Bon, moi je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter sur les procédures dans notre pays. Et puis aussi sur la fameuse séparation des pouvoirs qu'on brandit à tout bout de champ. Normalement, lorsque M. Brédoumi s'est exprimé, il s'est exprimé en qualité de porte-parole d'un parti. Ça veut dire qu'il porte la parole des responsables de son parti. Donc, s'il aurait dit quelque chose qui pourrait susciter une convocation, est-ce que vraiment c'est lui qu'on devait convoquer puisqu'il porte la parole d'un groupe? Ça, c'est la première question que je me pose. Et l'autre, c'est pourquoi s'être rétracté après l'avoir convoqué si les intentions n'étaient pas mauvaises? Parce qu'il a annoncé des manifestations. Et je crois que c'est un droit constitutionnel que de manifester pacifiquement. Maintenant, on le convoque. Et puis, on retire cette convocation. Alors que dans les normes, lorsqu'une manifestation est prévue, il est tout à fait normal que l'autorité policière veuille s'informer sur les détails de cette manifestation, de sorte à prendre, lui, les dispositions qu'il faut pour encadrer cette manifestation. Mais finalement, on retire la convocation. Et c'est ça, nous, qui nous inquiète, parce que si ce n'était que pour s'informer, est-ce qu'on retirerait cette convocation? Donc, tout le balai qu'il y a eu autour, là, pour nous, ça témoigne du fait qu'il y avait une répression en vue. Et s'il y a une répression en vue, ça veut dire qu'on a voulu réprimer sans fondement. Parce que si ce n'était pas sans fondement, il n'y avait pas à retirer, à mon avis. On est dans son droit de convoquer un citoyen par rapport à des faits. Malheureusement, comme la convocation a été retirée, on ne saura jamais pourquoi est-ce que précisément cela avait été. Mais moi, je me dis que si on retire la convocation, c'est qu'on n'était pas convaincu de ce pourquoi on convoque. Bien. Et ça, c'est pas bon pour la liberté d'expression. Je vais vous demander, est-ce que pour vous, l'honorable Brédoumi est victime ou bénéficiaire d'un système à travers cette affaire? Non, mais c'est les deux. C'est les deux. Le système même est désordonné. Non, pas forcément, puisque finalement, on ne sait pas. Bon, il est bénéficiaire puisqu'il remercie. Mais je veux dire qu'il y a un désordre autour de cette affaire. La police, là, ça fait partie, ils sont à cheval entre l'exécutif et le judiciaire, puisqu'ils sont au début des procédures judiciaires, mais en même temps, ils répondent de l'exécutif. Le président de l'Assemblée nationale qui est mêlé dans l'affaire, c'est le côté pouvoir parlementaire, législatif. Voilà. Mais lui, il a quel rôle à jouer là? Parce que ce n'est pas le député qui s'est exprimé, c'est le porte-parole du parti. Attention. Bon, donc moi, je ne comprends franchement pas ces amalgames-là. Je ne comprends pas. Merci. Franchement. Bien avant, Michel Beta, est-ce que pour vous, à travers disons, le retrait de cette convocation, sinon l'annulation de la convocation de l'honorable Brédoumi, il y a un signal fort que cet acte apporte, bien sûr, à l'opinion nationale et internationale en Côte d'Ivoire? Non, moi je dis que bien que la convocation n'est pas allée à son terme... Parce que le but n'est pas de décrisper le climat... Non, c'est loin s'en faut. L'intimidation demeure. Parce que, en fait, s'il a fallu faire cette démarche-là pour aller
les communiqués sont différents. Parce que là, c'est le PDCI qui dit avoir été appelé par le président de l'Assemblée nationale. Non, moi, j'ai lu deux communiqués. C'est le PDCI qui a fait la démarche. Non, s'il te plaît. C'est écrit noir sur blanc. Non, mais c'est ton communiqué. Mais moi, tu as lu tout mon communiqué. Tu as lu pour moi. C'est que le communiqué que j'ai eu là. On a le communiqué officiel du PDCI qui est là. Alors, le communiqué, tu n'as pas d'informations. Toi, tu ne tiens pas d'informations. Bon, j'ai fini. Je lis rapidement le communiqué. Non, parce que on voit également à l'écran avec la complicité de la technique. Le président de l'Assemblée nationale. PDCI-RDA informe les populations ivoiriennes, les militantes et militants du PDCI-RDA ainsi que la communauté internationale que la convocation initialement adressée par le commissaire Koulibaly Yeo de la préfecture de police d'Abidjan à monsieur le député Bredoumi Kwasi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, est annulée. Le groupe parlementaire PDCI voudrait exprimer sa gratitude au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, mais ça veut dire que c'est pas ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo, demandé pour leur hauteur d'esprit et leur sollicitude dans la prompte résolution de cette situation faite à Abidjan le 29 avril 2025. La polémique, mais qui voulait. Ce n'est donc pas précisé dans le communiqué qui a fait le premier pas. C'est dans le communiqué du maintenant, dans le communiqué de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il a reçu. Voilà. Je pense que vous allez réagir. Je pense que le sujet n'est même pas là. Je disais que l'intimidation demeure. Parce que quand on a convoqué quelqu'un, c'est la convocation de la parole. C'est suite à sa parole qu'on l'a convoqué. Donc, c'est de dire, désormais, si tu veux faire, tu seras encore convoqué et là, ça sera pire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est arrivé dans un climat d'intimidation. C'est ça, il faut souligner. On ne peut pas tout de go convoquer quelqu'un qui vient de s'exprimer parce qu'il s'est exprimé. Parce que dans cette expression, je ne sais pas où vous avez vu les sentiments de haine, c'est dans votre cœur, c'est dans votre esprit. Sinon, il a fait une critique dans son rôle premier, qui est celui de l'opposant. Il a critiqué le pouvoir en place, il a critiqué les actions du pouvoir en place. C'est tout face à la radiation de son président. Avant lui, il y a eu les juristes qui se sont exprimés pour montrer l'incohérence de la décision de justice. Donc je pense que tout l'un mis dans l'autre, en dehors, même si la convocation a été retirée, l'acte demeure. Merci Michel Détat. Nassina Karamoko, vous avez voulu réagir. J'ai voulu réagir pour situer les choses dans leur contexte. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale fait là. Mais n'oublions pas que c'est un député. C'est un député qui a été convoqué à la police. Il y a la solidarité parlementaire. Pour qui connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale, lorsqu'un député est interpellé, ça touche au plus haut niveau de l'institution, c'est-à-dire le président. Parce que c'est un député lui-même, avant d'être président, il est d'abord député. Le député a une immunité, mais qui ne l'exempte pas de tout poursuite judiciaire, parce qu'il y a une procédure pour y arriver. Mais dans la solidarité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale doit réagir. Mais mieux, il a été saisi par le groupe parlementaire du PDCI. Ça, c'est ton point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est ce qui est écrit. Donc, à moins que vous dites ici que le président de l'Assemblée nationale ment. Mais ce n'est pas moi qui ai dit qu'il ment. Mais il y a d'autres points de vue. Écoutez-moi, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire produit un communiqué dans lequel il dit qu'à la demande du groupe parlementaire, je les ai reçus le mardi à 19h, et vous remettez ça en cause? Mais attends, donc tu ne peux pas analyser un communiqué? Le communiqué vient à la suite de celui du PDCI, tu ne sais pas. Merci, non, mais j'ai dit que le communiqué répond à celui du PDCI. Avait-il besoin de dire... vous dites que vous êtes républicain. Non, s'il te plaît. Merci. Non, Michel Détat. C'est pas toi qui testes les républicains. C'est pas toi qui testes la On a 8 minutes pour terminer rapidement. Arsène Amoma, finalement, qui ressort vainqueur, donc pas vainqueur, mais gagnant. Véritable vainqueur pardon, ce mot qui revient à chaque fois, de cette annulation. Non, mais moi je pense que si vainqueur, on peut le dire, c'est le climat social. Parce que le RHDP, en tant que parti au pouvoir, est heureux de voir que le climat social est apaisé pour mener le processus électoral. Non, ça va s'apaiser, apaiser à son terme. Donc pour moi, c'est le climat social qui est gagnant. Bon, monsieur le député Bredoumi aussi est gagnant parce qu'il n'aura pas à répondre à une convocation policière. Alors que si on s'en tient aux affirmations qu'il a eu à tenir, il était loisible qu'il y réponde. Donc pour moi, tout le monde sort gagnant de cette histoire. Et bon, je félicite la police et
et même si lui s'en prend à l'intervention du président de l'Assemblée nationale, mais À l'Assemblée quel nationale, moment par solidarité parlementaire, après avoir été saisi par le groupe parlementaire PDCI, C'est la démarche. a usé de son rôle afin que ce problème-là puisse être La résolu démocratie en de sort façon... perdante. Bon, en fait, la démocratie peut s'accommoder d'arrangements politiques. C'est dans la démocratie, on est en politique. Parlons d'arrangement politique, la situation aurait été gérée autrement si c'était un citoyen lambda. Qui s'est dit que, par exemple, on ne souhaite pas, mais on n'allait pas avoir l'intervention d'IPAN. Non, mais moi, je ne comprends même pas S'il tout n'est pas ça. député. Je pense qu'à mon humble avis, C'est d'amalgame. si la police ne voulait que s'informer, il n'y avait pas à annuler la convocation. Si elle ne voulait que s'informer. Maintenant, si elle voulait faire autre chose, là, il y a un problème. Maintenant, si elle n'a pas fait cette autre chose qui nécessite qu'il y ait eu des tractations pour annuler la convocation, il y a des lieux de s'inquiéter. Parce que nous sommes en année électorale et on ne va pas continuer à assister au dysfonctionnement de nos institutions. Parce que tout ça, là, ça témoigne du dysfonctionnement de toutes les institutions qui sont mises en cause dans cette affaire. L'Assemblée nationale n'avait rien à voir, à mon avis, dans cette affaire parce que c'est le porte-parole du PDCI qui a parlé. C'est le C'est député. le porte. Il est Il a député. parlé en tant que député. Oui, mais son Non, titre de il est député ne député. peut pas lui Il être n'a pas enlevé. parlé en tant que député. Il est Oui, député. mais Donc, si la police était sérieuse, vous allez si la police était sérieuse, elle aurait maintenu sa Non. convocation. Est-ce que- Nous aurions tous su Respectez son point de pourquoi vue, est-ce vous qu'on allez l'a réagir tout à convoqué. l'heure. Et à l'issue de cela, on aurait tous analysé ce qu'il y avait à faire. Mais on n'a même pas su pourquoi on l'a convoqué. Ça veut dire que donc la convocation n'était pas nécessaire. Ils l'ont convoqué pourquoi? Bien, vous avez l'occasion, 45 secondes, dans Sina Karamoko, Oui. puis Arsène Arnaud. Quand le groupe parlementaire du PDCI, donc des députés de la nation, se précipite sur le président de l'Assemblée nationale, lui demander une audience, c'était pas pour aller lui dire bonjour. C'était pour aller demander pardon pour leurs camarades députés d'abord. Parce que vous savez, quand le député circule dans le pays et qu'il a la police et les forces de l'ordre de façon générale sont obligées, sont dans l'obligation de le protéger et de lui apporter assistance. C'est ce qui fait la différence entre un député, un élu ou un représentant d'une institution et un citoyen lambda. Alors, dès lors qu'il parle, c'est vrai qu'il parlait dans la maison du PDCI en tant que porte-parole du PDCI, mais il avait sa broche sur la poitrine des députés de la nation. Et quand on le convoque, ça interpelle tous les députés. C'est pourquoi le groupe parlementaire s'est précipité. Ce qu'il faut retenir, le président de l'Assemblée nationale, à l'image du président de la République, est un homme de dialogue. S'il est approché pour demander pardon, parce que c'est ce que les gens ne veulent pas dire, ils sont allés demander pardon. Parce que Bridoumi sait ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit pouvait le condamner. C'est parce que ce n'est pas au nom de la liberté d'expression qu'on peut demander une insurrection. Et c'est ce qu'il a dit. Il a employé le mot insurrection. Mais c'est dans Il sa a tête. dit que le C'est pays dans cet sera esprit. ménagé. Mélangé C'est- comment? Mais on peut Non, c'est dans ton esprit. on peut En fait, l'exprimer les de propos deux façons. de sont là. Tu peux les lire, tu vas voir. C'est pas Parce que tu es il a vague parlé, des on a propos. Bien, écouté. merci. Voilà. Arsène Arnaud. Moi, je voudrais dire à Mme Pucherik Balé, la politique, il peut y avoir des arrangements politiques avec la justice. On a en mémoire la condamnation de Marine Le Pen en France. En principe, Restons en Côte d'Ivoire. non, mais je prends des exemples. Oui, des prenez exemples dans des les exemples en démocraties Côte d'Ivoire. qui soient avérés. En principe, logiquement, son appel devrait intervenir après la présidentielle. Mais, par arrangement politique, elle pourrait passer un appel bien avant la présidentielle. Ça veut dire qu'il peut arriver que lorsqu'il y a une situation qui concerne un leader politique, la politique peut intervenir dedans. Mais ça ne remet pas en cause les décisions de justice. Maintenant, à un point où on doit chercher un arrangement. Non, mais le problème est plus... On devait savoir l'objet de la convocation avant de savoir si la politique a intervenu là-dedans. ou La pas. politique a intervenu là-dedans parce que les députés du PDCI ont sollicité le président de l'Assemblée nationale afin qu'il intervienne dans l'affaire. Et lui, par solidarité parlementaire, il ne pouvait pas laisser un de ces éléments parce que s'il n'intervenait pas, donc, ce sont les mêmes qui allaient dire que voilà, c'est parce qu'il n'est pas du parti au pouvoir ce qu'il a fait. qu'il a laissé tomber. Il a fait quoi? Donc il est intervenu. Mais comme vous le dites, nous savons tous les propos qui sont dits ici. Nous sommes d'un pays de personne ne refuse à qui que ce soit de s'exprimer. Merci. Mais lorsque la liberté d'expression va créer des problèmes, vous avez parlé d'amalgame,
vu son titre de député qui bénéficie de l'immunité parlementaire, mais c'est aussi un message aussi adressé à nos élus députés. Bien sûr. Pas parce qu'on est député qu'on pourra tenir certains discours. Non, moi je veux qu'on soit clair sur ces propos. Ces propos, si on les compare à ceux des responsables du RADP, les propos des responsables du RADP sont plus incendiaires que ce qu'il a dit. Il ne faut pas qu'on va faire justice à deux mais la justice à deux vitesses, ça existe déjà. Parce que la question, il est dans son rôle d'opposant. En tant qu'opposant, c'est de critiquer la gestion du pouvoir. Donc quand il a fait, si c'est pour cela qu'il est convoqué, je dis que c'est dommage, c'est une intimidation de l'opposition, c'est une convocation de la parole, c'est une convocation d'exister de l'opposition. Il n'y a que l'opposition et la société civile qui est convoquée. Donc je pense que, et puis bien terminé parce que je vois qu'il y a un amalgame entre. Ils ont demandé, ils sont partis voir le président de la Sénat. Ils sont allés pardon. Pardon. C'est tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, c'est dans ton esprit. Parce que les choses telles qu'elles sont là, tu ne les as pas. Tu les as pas. Tu les as pas. Tu les as pas. Je pense que la courtoisie en matière de choses, de la courtoisie dans nos institutions existe. C'est pourquoi quand quelqu'un est intervenu, on lui dit merci. Ça ne veut pas dire que je suis intervenu. Bien. Merci. Ça interpelle aussi sur les discours tenus par nos politiques, surtout les députés, à cette période très sensible. Bon, ça doit être les politiques même en général. Parce que ça pourrait encourager d'autres à mener ce type d'action. Mais le RADP le fait suffisamment, ils ne sont pas inquiétés. Ce que disait M. Betta tout à l'heure est très important. Vous avez 20 Il secondes. faut que la justice soit impartiale. Voilà. Dans tous les camps, il y a des gens qui tiennent des propos incendiaires, mais c'est seulement quand il s'agit de l'opposition et la société civile que le procureur ou la préfecture de police voit les choses. Quand c'est les autres, on ne voit rien. Là, il y a un problème. Sinon, notre constitution est claire. Notre constitution est claire. L'incitation au régionalisme, à l'ethnicisme, au tribalisme, c'est des choses qui sont condamnées tous les jours. Non, mais c'est ce que Victor Bago a fait. C'est ce que... Si on devait condamner les gens de leurs propos tribalistes, beaucoup d'hommes seraient condamnés au PDCI. Non, on condamne parce que tu ne vas pas n'a pas entendu le dernièrement. Ça ne pas de la Côte d'Ivoire. C'est un message qui lui a été envoyé. Lorsqu'ils sont envoyés à tout le monde. On ne vous entend pas dirigé par des étrangers et qu'on ne le convoque pas. Tu ne vas pas me dire qu'on doit convoquer les gens pour des propos tribalistes. Tu as dû entendre les propos qui ont été tenus lors de la dernière réunion du PDCI où il y a des gens qui ont taxé les dirigeants de Maliens, de Guinéens, de Burkinabés et que c'est eux les vrais Ivoiriens. Ils ont pris ça sur le RADP. Ah, d'accord. Parce que le RADP c'est ça qui indexait la nationalité des diables. Merci, cher Merci à Sénat. Merci bien, merci. Merci à vous, Lansina Karamoko. On vous donne rendez-vous très prochainement. Voilà. Les autres consultants restent sur le plateau. On revient juste après la réclame publicitaire pour la seconde partie de cette émission. Nous aurons un invité, Donatien Robé, qui est le candidat à surprise 2025 face aux Ivoiriens. Voilà, nous sommes de retour de la pub. 1er mai, fête du travail. Donatien Robé, candidat à la présidentielle ivoirienne, candidat indépendant, est sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Alors, vous serez ce soir interrogé par moi et 3 de nos consultants sur ce plateau. Première question, j'ai vu sur la 4e de couverture d'une œuvre que vous êtes franco-ivoirien et candidat à la présidentielle ivoirienne. Non, je suis ivoirien. En fait, c'est l'éditeur qui a sans doute fait cette erreur. Je suis sur la liste électorale. Bien. Alors, pourquoi avez-vous décidé? Voilà, parce que voilà, il y a la question des radiations des candidats, parce que l'article 48 est clair voilà, sur la question. Ok. Pourquoi avez-vous donc décidé de vous présenter sans soutien des partis politiques quand on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire? Jamais un candidat indépendant n'est venu en 2e position. Bon, sauf en 2020. Merci, merci. Alors, moi, je suis candidat. J'ai déjà dit à d'autres endroits que ma candidature est citoyenne, parce qu'elle ne repose pas sur... elle n'est pas adossée à un parti politique, mais elle est symbolique aussi. Parce que je me suis rendu compte que depuis un bon bout de temps, quand les élections approchent, surtout l'élection présidentielle, il y a le débat, mais le débat ne se focalise pas sur les questions essentielles. Vous savez, quand vous êtes élu, vous mettez en œuvre des politiques publiques, ou vous gérez des politiques publiques, ou vous réformez ces politiques publiques qui ne marchent pas. Alors, on peut faire le débat, mais on n'a jamais parlé des politiques publiques, notamment tout ce qui est aspect technique des politiques publiques.
Et moi, j'ai décidé, c'est le caractère symbolique, j'ai décidé d'être candidat pour aborder ces questions techniques-là. Parce que, en définitive, quand on fait la politique, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, quand vous dites, par exemple, que vous voulez aider les Ivoiriens à avoir du travail, comment vous le faites? Quand vous voulez faire telle ou telle chose, comment vous le faites? Et moi, j'apporte des solutions. Et je veux que, à 6 mois des élections, le débat public soit orienté vers ces questions-là. Parce qu'en définitive, on fait la politique pour ces populations-là. Donc, comment? Et en général, on ne tient pas ce genre de débat. C'est quand on est élu qu'on tient ce débat-là, qu'on commence à réfléchir. Moi, je me rappelle encore que en 2010, on nous disait que la CMU était... Toutes les études de la CMU avaient été déjà faites et que si le président Ouattara était élu, dans les 6 mois qui suivent, on allait mettre en œuvre la CMU. Je vous assure que la première loi, la loi sur la CMU est intervenue en 2014, de 2011 en 2014. Et la CMU, aujourd'hui, est opérationnelle depuis 2019. Après combien de temps? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas de réflexion derrière tout ça. Et moi, je pense que le débat doit être orienté vers ces questions-là, parce qu'on fait la politique pour les populations. Je vois qu'il y a le débat sur les nationalités, sur plein... Non, pour moi, on peut avoir ce débat-là, hein, je suis bien d'accord, mais je pense que l'essentiel doit être orienté vers comment on améliore les conditions de vie des populations. Merci, Michel Betta. Oui, j'ai écouté beaucoup de ces interventions du candidat Robé Donatien. Et je suis surtout qu'il veut parler à l'âme des Ivoiriens qui sont fatigués de certains mots qui minent notre société. Et je souhaite qu'ils puissent parler aussi à leur réalité. Qu'est-ce que vous proposez réellement en termes de... Bon, d'abord, même, la première question qui me vient à l'esprit, quelle lecture vous faites de notre société ivoirienne, au plan moral, au plan politique? Quelle lecture vous faites? Merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même plus de valeur. Parce que pour réussir, il faut faire de la politique. Malheureusement, dans nos sociétés, tous les jeunes qui veulent réussir, on connaît des personnalités qui ont pu avoir leur insertion professionnelle grâce à la politique. Ce n'est pas normal. Il faut véhiculer des valeurs, la valeur travail. Il faut quand quelqu'un finir ses études, il a vocation à travailler. Donc, je pense qu'il faut véhiculer surtout la valeur travail. Il faut véhiculer la valeur travail parce que malheureusement, dans notre société, on prend beaucoup de raccourcis. On prend beaucoup de raccourcis parce que les politiques eux-mêmes n'ont pas donné le bon exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut réformer. Le président Ouattara a construit des routes. Je lui dis bravo. Il y a des infrastructures routières. Moi, je ne veux pas engager le débat. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut interroger l'efficacité surtout à Abidjan, l'efficacité de ces infrastructures-là. Il me semble qu'à Abidjan, c'était pour fluidifier la circulation. Est-ce qu'on a atteint cet objectif? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, par exemple, de ramener d'autres centres administratifs à la périphérie d'Abidjan? Est-ce qu'il ne faut pas délocaliser, ramener la capitale à Yamoussoukro? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Parce que construire des ponts, des échangeurs, il me semble que ça n'a pas résolu le problème. Mais toujours est-il que c'est un bâtisseur, ça il faut lui reconnaître. Simplement que le président Ouattara n'est pas un réformateur. L'école n'a pas été réformée, la santé n'a pas été réformée, les politiques de l'emploi n'ont pas été réformées. Quand vous regardez l'école, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 77% dans le secondaire général, 17% des établissements sont privés. Il n'y a que 23% qui sont des établissements publics. Mais pourquoi? Ça, c'est anormal. Cette situation, on l'a héritée, en fait, des programmes d'ajustement structurel. Donc, pour moi, c'est une situation d'exception. Mais maintenant qu'on a la croissance, qu'on devait en sortir, pourquoi on n'en sort pas? On a la croissance, on a tout, on a la stabilité. Pourquoi on n'en sort pas? Pourquoi on est encore dans la privatisation de l'école? Parce qu'en réalité, l'école en Côte d'Ivoire est privatisée. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça que moi j'aborde. Réaction aux questions? Oui, d'abord, il faut féliciter M. Robé pour son courage. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont des candidats déclarés ont maille à partir avec la justice. J'espère que ça ne sera pas son cas. Il y a 3 points sur lesquels je m'interroge. Est-ce que M. Robé a confiance au processus électoral actuel? Est-ce qu'il pense qu'il a des chances de passer avec le système que nous avons actuellement, avec la liste électorale telle qu'elle est, avec
la révision de 2025 qui ne se fera qu'après la présidentielle. Par rapport au social, qu'est-ce qu'il sait des déguerpissements qui ont eu lieu en 2024, toute l'année pratiquement, de janvier à novembre? Et aujourd'hui, ces familles-là, plus de 100 000 familles responsables d'activités sont toujours dans la détresse. Qu'est-ce qu'il prévoit pour eux en cas de victoire? Qu'est-ce qu'il sait également de l'état de droit en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il pense faire pour pouvoir renforcer l'état de droit en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est un peu... Merci pour... déjà, je commence par la dernière question, l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je pense que la question, elle est assez vaste hein, quand on parle d'état de droit, parce que, en général, ceux qui sont au pouvoir, je pense que nous sommes dans un état de droit, et ceux qui sont dans l'opposition pensent que... non, ce n'est pas une affaire de pensée. Si vous voulez, on va vous donner des exemples. Non, mais je sais que... Non, je vais donner mon point de vue. Ça a toujours été le cas. Hein, quand on est dans l'opposition, on dit nous ne sommes pas dans un état de droit, ainsi de suite. Enfin, c'est un constat que je fais déjà. Mais après, je donnerai mon avis. Moi, je pense que, pour l'instant, nous n'avons pas véritablement un état de droit. Parce qu'on a eu le cas du porte-parole du PDCI qui a été convoqué à la police. Après, ça a été annulé. Bon, on ne sait pas exactement. Je pense que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Il faut qu'on fasse l'effort de respecter les libertés individuelles. Il faut qu'on fasse l'effort de respecter les lois que nous-mêmes nous sommes données. Je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver simplement qu'il faut la bonne volonté de tout le monde. Alors, la seconde question, est-ce que j'ai confiance dans le processus électoral? Je pense qu'on aurait dû écouter l'opposition avec un audit, par exemple, de la liste électorale. Il y a pas mal de sujets. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ce genre de tension à la veille des élections, parce que, voyez-vous, quand il y a une tension à l'élection, enfin, qui précède, quand il y a une tension juste avant l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une répercussion négative sur l'économie. Parce que j'imagine même qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont suspendu leurs investissements. Il y a des entreprises qui ont décidé qui ont reporté une embauche en CDI. Et tout ça, il y a des Ivoiriens, ceux qui voulaient consommer, acheter une voiture, construire une maison, tout cela ont décidé peut-être de suspendre leur consommation. Donc, ça n'arrange pas l'économie. Enfin, l'économie a un véritable problème avec l'environnement politique qui est délétère. Je pense que il aurait fallu qu'on apaise tout ça. Mais moi, je suis dans une démarche contraire. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'on ira aux élections, mais je n'ai pas cette obsession d'être président de la République. Je vous le dis clairement, moi je veux impacter, je veux que les uns et les autres se rendent compte. Vous aviez dit que je parle à l'âme des Ivoiriens. Je veux qu'on change de comportement vis-à-vis des élections. Quand on va à une élection, on a un programme. Quand on entre en politique, c'est améliorer les conditions pour travailler pour les populations. Mais travailler pour les populations, ça suppose qu'on a des idées, ça suppose qu'on a des solutions. Parce qu'en général, quand on aborde les questions... Mais ce ne sont pas des idées qui manquent dans ce pays. On a eu beaucoup d'idées, des promesses avec tous les différents pouvoirs qui sont succédés à la tête de l'exécutif. Je comprends ce que vous dites. Mais pareil. Moi, je dis, les questions techniques. Une politique publique a un volet politique. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire que la question la politique publique est à l'agenda d'un acteur politique. Donc, je suis bien d'accord. C'est une question éminemment politique. Mais une politique publique a un aspect technique. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas l'aspect technique de la politique publique, vous n'allez jamais la mettre en œuvre. La preuve, la CMU. La preuve, le transfert de la capitale à Yamoussoukro. On nous a dit que c'était possible. Non, mais est-ce que c'est seulement lié aux aspects techniques? Non, je veux dire... C'est beaucoup plus la volonté politique. Le programme de transfert de capital à Yamoussoukro n'a pas échoué parce qu'il n'y avait pas d'ingénierie en la matière. Ça a échoué tout simplement parce qu'on a décidé de supprimer le programme. Sinon, il était en cours, tous les techniciens étaient en place, tout se passait très bien. En fait, donc, c'est beaucoup plus la volonté politique et puis aussi tous les aspects liés à la corruption qui gangrènent le système. Vous avez sans doute raison. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on décide, quand on veut prendre ce genre de décision, on fait des études. C'est-à-dire que
le transfert de la capitale, combien ça va coûter? Parce qu'il y a bien sûr un aspect technique. Tous les ministères qui partent, alors qu'il y a des entreprises qui sont ici, comment on arrive? Il faut revoir la faisabilité technique de ce transfert. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect technique. Comment on arrive à agencer tout cela? Parce qu'il y a sans doute des entreprises qui vont rester ici, des ministères qui vont rester. Quand tout est à Abidjan, c'est beaucoup plus facile de communiquer. Mais à Yamso, toutes ces études auraient dû être faites. Les études ont été faites. Si on ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas vu ce genre d'études. Les études ont été faites. Merci. Arsène Arnaud, réaction aux questions. Bon, question. Moi, je voudrais d'abord féliciter M. Robé pour l'initiative qu'il prend. Je suis satisfait parce que ça montre que la démocratie existe en Côte d'Ivoire et que l'élection présidentielle à laquelle nous apprêtons à participer est libre et inclusive. Une seule candidature montre qu'il y a la démocratie. Non, oui, une seule candidature. Il a déclaré sa candidature n'a pas été rejetée. Donc ça montre que la démocratie existe. Ça n'a pas encore été rejeté. Non, je viens, en fait, aujourd'hui, il est candidat. Ça montre qu'on peut être candidat en Côte d'Ivoire face au parti au pouvoir. Il est candidat déclaré. Des candidats déclarés et ça ne pose pas problème. Donc, il faut le féliciter pour ça. Et puis il faut féliciter aussi l'environnement politique du pays. Maintenant, j'ai pris le temps de lire votre manifeste, je ne sais pas si c'est comme ça on peut l'appeler. C'est un programme de gouvernement. Votre programme de gouvernement. Je vous félicite aussi pour ça parce qu'il est assez détaillé, assez riche, c'est bon. Il y a quelque chose qui m'a interpellé au départ. Vous avez dit que pour vous, après 15 ans de gouvernance du parti au pouvoir, il fallait qu'il y ait alternance et c'était le signe d'une démocratie. Pour moi, je pense que la démocratie, c'est le respect de la volonté populaire. J'ai lu surtout votre programme sur la santé. Même si généralement vous avez dépeint tout ce qui a été fait avec beaucoup de noirceur, si je peux m'exprimer ici, mais concernant la santé, bon, on a l'impression que rien n'est fait dans la santé. Alors que vous-même, vous avez reconnu tout à l'heure que le président était un bâtisseur. S'il était un bâtisseur, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, les populations sont à moins de 5 km d'un centre de santé. Ça, c'est pas vrai. Ce sont les chiffres officiels que j'ai. Moi, j'ai la réalité. De la santé, sont à moins de 5 km d'un centre de santé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça veut dire que, c'est vrai, une construction humaine n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je pense que lorsque on veut, c'est normal de vouloir prêcher pour sa chapelle, mais il ne faudrait pas jeter l'anathème pour tout ce qui a été fait avant soi. Il peut y avoir des choses qui ont été faites en bien et on vient pour essayer de les parfaire. Mais vouloir dire que rien n'a été fait, moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Maintenant, je voudrais demander à M. Robé, est-ce que sa candidature et le fait qu'il soit véritablement convaincu de pouvoir avoir le suffrage des Ivoiriens, ou bien c'est un effet de buzz, comme on le dirait, juste pour se faire connaître par les Ivoiriens et puis répartir dans son très quotidien, ou bien il y croit lui-même. Et il y a une chose aussi qui m'a plu, c'est son programme qu'il a pour régler l'endettement des travailleurs. Et ça, j'ai apprécié et je le félicite pour ça parce que nous avons tous dans notre environnement des travailleurs qui aujourd'hui croulent sous le poids de la dette, qui ne trouvent pas de solutions et ça les empêche d'être efficaces dans leur travail. Et il a posé un diagnostic et il a donné des solutions et ça, je le félicite pour ça. Voilà, donc pour le moment, je voudrais m'arrêter. Alors, merci. Effectivement, sur l'endettement, je pense qu'effectivement, il y a 30% par exemple des fonctionnaires qui sont surendettés. Et vous savez que le surendettement fait que vous ne vivez plus. Vous êtes à l'écart de la société. Et donc, et le surendettement permet, évite qu'on empêche la consommation. Parce que quand on sait que quand quelqu'un travaille en Afrique, c'est quand même tout un village ou toute une grande famille qui dépend de lui. S'il est surendetté, évidemment, c'est toutes ces personnes-là qui sont impactées. Alors, ce que je voulais dire sur est-ce que c'est pour me faire connaître, mes idées sont vraies. Je suis sûr d'une chose, mes idées sont vraies. Mes idées, je pense qu'elles sont pertinentes. Après, vous savez, je l'ai déjà dit, je n'ai pas cette obsession. Je veux amener la classe politique. Vous voyez que, à peine j'ai annoncé ma candidature, j'ai mon programme de gouvernement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cette peur-là que quelqu'un d'autre prenne mes idées. Au contraire, je veux que tous ceux qui pensent que j'ai des bonnes idées s'accaparent de ces idées-là. Oui. Voilà. Et puis, parce que je veux que mes idées gouvernent sans
avec ou sans moi, en fait. Je n'ai pas cette peur-là qu'on prenne mes idées. En réalité, je suis relax. Honnêtement, je peux ne même pas aller jusqu'au bout. J'ai annoncé ma candidature, mais si je me rends compte que mes idées ont pris et que c'est les idées qui sont en débat, dans le débat public, moi je suis satisfait, je regagne même mon élection. C'est pourquoi je parle de caractère symbolique de ma candidature. Voyez-vous. Donc, je suis sûr de mes idées. Le reste, on verra bien. Voyez-vous. Alors, l'alternance sur la question sur l'alternance. Il y a aussi la question les plus chérie, Balé, sur les déguerpis, c'est ça? Oui. Je réponds à la question sur l'alternance. Vous savez, la démocratie se construit dans l'alternance. Le développement se construit dans l'alternance. Quand moi je parle d'alternance, je parle aux Ivoiriens. Je pense que après 15 ans de gouvernance RHDP, nous ne sommes plus dans les années 60. Il faut que les Ivoiriens mettent en congé le RHDP. Pour la simple raison que, vous avez vu que le dernier mandat, il n'y a pas eu vraiment d'imagination. On s'est auto-célébré. La CAN et d'autres choses. On n'a plus réellement, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. Ce n'est pas par hasard on dit 2 mandats. Parce qu'au-delà de 2 mandats, on n'a plus d'imagination. Il n'y a plus de défis à relever. Donc, il faut de l'alternance. Et moi, je parle aux Ivoiriens. Alors, sur la santé, rapidement, je vais revenir à votre question. Sur la santé, je n'ai pas... Moi, je reconnais une chose. Le débat peut être ouvert, comme l'a fait Madame Balé. Alors, je pense qu'il y a une amélioration de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Il y a une amélioration parce que moi je suis évaluateur de politique publique sociale. C'est-à-dire c'est des questions que je connais, pas mon métier. Tous les rapports que je lis, ce ne sont pas des rapports de la Côte d'Ivoire, hein, des rapports internationaux. Je pense que nous avons fait des efforts. Sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait des efforts. Je ne peux pas véritablement savoir si c'est vrai ou pas, mais on a fait des efforts sur l'offre de soins. Mais un système de santé, ce n'est pas que l'offre de soins, c'est la demande et l'offre de soins. Ce sont les deux. Ils doivent être à niveau. C'est-à-dire l'offre de soins, ce sont les hôpitaux, c'est le personnel soignant, c'est le plateau technique. Mais vous pouvez avoir un hôpital à 200 mètres de chez vous, bien équipé, ultra moderne, mais si vous n'avez pas les moyens d'y aller, à quoi ça a servi? Mais est-ce que vous avez votre carte CMU, par exemple? Non, la carte CMU, je connais la CMU. Tous ceux qui sont à la CNAM, je vous assure que je les connais parce que je suis le seul à critiquer la CMU. M. Baba Karim, qui est à la CNAM, moi je dis CNAM, vous dites CNAM, mais c'est la CNAM. C'est la CNAM qui... Mais ça se dit CNAM, okay. La vérité. C'est la bonne appellation parce que ça a été copié en France. Hein. Sur la France, là-bas on dit CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une faute, on ne va pas rentrer dedans, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est une faute grammaticale de prononciation. Donc, on dit CNAM. Le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, CNAM, comme le signe, on dit CNAM. Donc peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais je vais dire que au niveau je parlais de la santé, par exemple, il faut améliorer la demande de soins. La CMU n'est pas efficace. Mais est-ce que vous l'avez expérimenté? Non, mais quand je dis là, j'ai fait plus que ça. Je vous ai déjà dit que je suis évaluateur de politique publique sociale. J'ai évalué la CMU. Je suis président d'une association qu'on appelle la Côte d'Ivoire sociale. Dans le cadre de cette association, j'ai évalué la CMU. J'ai vu que, moi j'ai fait une étude qualitative. J'ai vu que la CMU, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que quand vous faites une étude, ce sont ceux que vous interrogez qui parlent. Et la CMU n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace parce que la CMU a un problème structurel. Son problème structurel, c'est qu'elle n'est pas bien financée. On finance encore la CMU, un système universel, avec que des cotisations sociales. Ça n'existe plus dans le monde. Quand on parle de cotisations sociales, enfin, système universel, le financement doit être universel et solide. 1000 francs CFA par personne, d'abord, c'est unique, c'est injuste. C'est-à-dire que les personnes de plus de 5 ans qui cotisent, c'est-à-dire que si monsieur il est instituteur, son épouse ne travaille pas, il a 3 enfants de plus de 5 ans, il paye combien? 2000 francs pour son épouse et lui, plus 3000 francs pour ses enfants. Ça fait 5000 francs. À côté, madame, elle est cadre supérieur avec son mari, ils touchent les deux 1 500 000 francs. Ils n'ont pas d'enfants de plus de 5 ans, ils ne payent que 2000 francs. Le financement est injuste. La CMU fait l'assurance maladie de façon universelle, chacun contribue en fonction de ce qu'il a,
il reçoit en fonction de ses besoins. Moi, je suis fonctionnaire, je ne paye pas 1000 francs. Merci, beaucoup plus que ça. Merci Arsène Anoma. Michel Betta, Oui, question. moi je pense qu'il a développé un peu ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Et je suis en même de me demander avec qui vous pouvez faire une coalition. C'est-à-dire s'il était demandé de faire une coalition avec qui. Et vous avez surtout parlé dans votre programme de pardon. Mais qui doit pardonner qui et à quelles conditions? Alors, le pardon, que je ne sais pas, je ne me rappelle pas d'en avoir parlé, mais je ne sais pas dans quel contexte j'ai parlé de pardon. Mais je pense que si vous parlez de réconciliation, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'estime que déjà, je ne pense pas vraiment que les Ivoiriens, ils sont des partis différents, mais vous avez dans les cours communes, allez-y à Bobo, vous allez voir. Hein, donc, vous reconnaissez que les Ivoiriens ne sont pas... Non, ne se regardent pas honnêtement, moi, je suis assez lucide pour dire que les Ivoiriens ne se battent pas tout le temps dans le Baka. Voilà. Ils ne se battent pas tout le temps dans les cours communes. Voilà. Pourtant, ce sont les acteurs politiques qui ont des problèmes entre eux. C'est la bataille pour le pouvoir qui fait que les gens ont... Non, le vrai combat à mener des réconciliations, c'est la lutte contre la pauvreté, de mon point de vue. Bien. Il faut combattre la pauvreté. Il y a la question de coalition ou alliance qu'il a posée tout à l'heure. Vous savez, moi, je ne l'ai jamais caché sur d'autres plateaux, je suis idéologiquement un partisan de Laurent Gbagbo. Je ne le cache pas. Mais pourquoi vous ne rejoignez pas Laurent Gbagbo au sein du PPACI? Posez-moi la question. Vous l'avez arrivé au pouvoir. Oui. Posez-moi la question demain quand Laurent Gbagbo sera candidat. Il a besoin des militants comme vous. Non, il en a déjà assez. Et il n'a pas forcément besoin de moi. Et quand il sera candidat demain, reposez-moi la question. Mais il sera candidat. Il est candidat. Tant mieux. Oui, mais non, il est candidat déclaré. Oui. Quand il sera... Il a été même désigné par son parti politique. Oui, mais quand il sera, je vous dis que quand il sera, quand sa candidature sera validée, reposez-moi la question. Bien. Oui, et sur les déguerpissements. Voilà, les déguerpissements. Ah oui, je voulais ajouter à cela, quel programme vous avez pour la jeunesse? Parce que la question de l'emploi des jeunes est une question. Ce seront les dernières questions. Voilà, alors, sur les déguerpissements, je pense que moi, j'ai une solution de construction de logement. Il faut qu'on revienne à l'époque Bouffé-Boigny. Et moi, par exemple, j'ai un programme sur une offre de retraite complémentaire. Et pour moi, cette retraite complémentaire, qui sera une capitalisation publique, va servir à construire les logements sociaux, véritablement sociaux, comme on l'avait vu du temps de la SOGEFIA, de la psychologie. Il faut qu'on en revienne à là. Parce que quand on déguerpit quelqu'un, pour sa dignité, il faut lui trouver il faut le reloger. Mais en attendant de reconstruire, comment on prend en charge ces populations qui sont laissées pour compte actuellement? Oui, mais pour l'instant, vous savez, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait des gens qui vivaient dans des conditions difficiles, il y avait des petits commerçants dans les rues, mais quand on n'a pas la solution pour quelqu'un, on ne le déguerpit pas, sauf s'il est en difficulté, sa vie est en danger. C'est ça. Mais on ne peut pas déguerpir quelqu'un qui se débrouille avec son petit commerce, et après, qu'est-ce qu'il fait? Et je rebondis sur la question de l'emploi. D'abord, vous savez, celui qui finit ses études, il a vocation à travailler dans l'économie formelle. Nous avons autour de 10% de l'économie qui est formelle et autour de 90% de l'économie qui est dans la structuration de notre économie. Et vous comprenez qu'autour de 500 000 à 600 000 de jeunes sortent des écoles et des universités. Ces jeunes-là, quand vous finissez une formation, vous n'avez pas vocation à travailler dans l'informel. Vous voulez avoir un emploi véritable qui vous permet d'avoir une couverture sociale. Donc vous voulez travailler. Mais tout cela, le secteur formel ne peut pas les contenir. Ce n'est pas possible. Donc il faut formaliser l'économie. Il faut commencer. Si on avait commencé en 2012 par la formalisation de l'économie, on aurait eu aujourd'hui, 15 ans après, on aurait eu 15% supplémentaire d'économie formelle. En plus de ces 10%, on aurait eu 25%. Et je vous dis une chose, l'économie ivoirienne, la structure de notre PIB est dominée par le secteur tertiaire, qui fait autour de 54% selon les chiffres de l'Institut national de la statistique. Maintenant, c'est l'Agence nationale de la statistique. Ça fait 54%. Mais 54% de ce secteur tertiaire, ça fait 48% de ce secteur tertiaire, 45-48%, c'est de l'informel. Ça veut dire que nous créons de la richesse, mais nous avons un PIB qui est fragile. Merci Donatien Robé, c'est malheureusement la fin de cette partie d'émission. Place maintenant à nos rubriques habituelles. Le carton rouge, dans cette rubrique, vous aurez l'occasion de faire un coup de gueule sur un sujet de votre choix. Carton rouge. Voilà, honneur aux femmes, premier carton rouge de ce mois de mai avec Pulchérik Balé. Je voudrais adresser mon carton rouge
au ministère en charge de l'Emploi par rapport à la célébration du 1er mai. Au ministère de l'Emploi parce que depuis que la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais organisé d'élections professionnelles. Et il y a une pléthore de centrales syndicales, on ne sait pas qui pèse quoi, et le gouvernement a arbitrairement choisi seulement 5 centrales pour travailler avec elles, ce qui n'est pas juste. Le deuxième volet de mon carton rouge s'adresse aux centrales elles-mêmes. Nous sommes le 1er mai, elles vont venir encore faire leur discours, où elles vont dépeindre des situations, et puis après, il n'y a pas de suivi. On attend encore le 1er mai 2026 pour revenir faire des discours. Il faut que les centrales se mettent véritablement à la disposition des travailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises où le SMIC n'est pas respecté. Il y a beaucoup d'entreprises où les employés ne sont pas déclarés à la CNPS. Il y a beaucoup d'entreprises où les gens ne bénéficient pas de l'assurance maladie. Il faut vraiment que les centrales syndicales se remettent dans leur rôle traditionnel. Merci. Merci. Michel Betta, carton rouge. Bon, moi, mon carton rouge s'adresse encore à la convocation reçue par l'honorable Brédoumi Ismaïla. Là, ils ont convoqué le droit de parler, le droit d'exister et le droit de débattre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que, c'est pourquoi je m'insurge contre cette convocation et je dis encore une fois, tant qu'il y aura un micro, tant qu'il y aura une plume, nous répondons présent pour parler. Parce qu'il ne faut pas ostraciser les gens, il ne faut pas les intimider. Laissons l'expression populaire s'exprimer. Bien, dernier carton, avant-dernier avec Arsène Anoma. Moi, mon carton, c'est dans le domaine du sport. En fait, j'estime qu'après avoir organisé la plus belle CAN de tout le temps et l'avoir remporté, le football ivoirien a atteint un certain niveau au plan international. Il faudrait que le football au niveau local se mette sur cette lancée-là pour répondre aux attentes du pays. Et surtout concernant l'arbitrage, la dernière fois, il y avait un match de Division 2. Et pour mauvais arbitrage, le stade a été envahi par les supporters de l'équipe adverse contre laquelle le pénalty avait été sifflé, qui trouvaient que c'était un pénalty injustifié. Et généralement, il y a ces récriminations qui montent contre l'arbitrage, le mauvais arbitrage de notre championnat local. Et il faudrait véritablement que les dirigeants du football ivoirien prennent ce problème à bras le corps. Merci, Arsène Anoma. Donatien Robé, votre carton rouge. Alors, mon carton rouge est à l'endroit de toute la classe politique. Je pense qu'il n'est pas normal qu'on soit à 6 mois des élections, qu'on soit encore dans des querelles, tel est ivoirien, tel est éligible, alors qu'on s'est engagé. En tout cas, ceux qui nous gouvernent, ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire se sont engagés à travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut maintenant, et il est de votre devoir en tant que journaliste aussi, il faut désormais poser les questions essentielles. Qu'est-ce qu'on fait pour les populations? Il faut qu'on sorte de ces débats qui, de mon point de vue, ne sont pas utiles pour les populations elles-mêmes. Bien, merci. Place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, chers téléspectateurs, c'est 1836. En effet, 1836 localités électrifiées en Côte d'Ivoire entre 2022 et 2024. Quel commentaire faites-vous sur ce chiffre, Arsène Anoma? Moi, je dirais que ça démontre du fait qu'il y a un travail qui est fait pour les populations. Il y a un véritable, même si, comme on le dirait, il y a des choses à pas faire, mais il y a un véritable travail qui est fait. Et même s'il y a 15 ans de gouvernance du même régime, mais après, malgré ces 15 ans-là, la capacité à répondre aux attentes des Ivoiriens n'est pas émoussée. Et chaque fois, il y a ces choses-là qui sont faites pour régler les problèmes des Ivoiriens. Donc, je félicite le gouvernement pour ça et qui continue sur cette lancée-là. Bien. Michel Betta. Oui, c'est vrai, 1800 sont électrifiés, mais l'électricité coûte toujours cher et ce n'est pas toujours à la portée de l'Ivoirien lambda. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts, mais il faut qu'on développe plus le mix énergétique pour réduire vraiment considérablement le coût de l'énergie, de l'électricité dans notre pays. Puis, Chéric Balé. Oui, c'est effectivement une très bonne chose, mais ce n'est pas la priorité actuellement en milieu rural. L'eau, c'est la santé. Nous étions récemment sur le terrain. Il y a encore beaucoup de localités qui ne bénéficient pas d'eau potable. Par rapport à l'électricité, il y a la cherté de la vie aussi qui existe en milieu rural à cause de la mévente des produits agricoles.
le mauvais écoulement aussi des produits agricoles. Il y a vraiment une très grande paupérisation là-bas. Ce qui fait que les gens n'ont même pas les moyens pour payer des factures d'électricité. Donc vraiment, c'est très bien, mais il faut centrer le développement sur les priorités. Et pour nous, les priorités, c'est les routes à l'intérieur du pays, dans les villages aussi, et c'est aussi l'eau potable. Merci à vous, Arsène Anouma, Michel Beta, Chéri Balé. Bonne fête du travail. De nouveau à vous, chers téléspectateurs. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.